Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Ici Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcasts. Comme chaque semaine, j'ai défriché la jungle des podcasts pour vous présenter mon coup de cœur, ma pépite, le podcast que j'ai eu envie d'envoyer à tout le monde. Je sais pas vous, mais moi, les musées, c'est pas ma passion dans la vie. Quand j'y vais, j'ai toujours l'impression d'aller trop vite, de pas bien comprendre les œuvres exposées, de regarder mais de ne pas voir ce qu'on a voulu me montrer. Bref, de pas être à la hauteur de l'art avec un grand A. À défaut de parvenir à voir, j'ai trouvé un moyen d'écouter les œuvres d'art et les musées avec un podcast qui a été une très belle découverte pour moi. Il s'appelle Sens de la visite et il est animé par un passionné d'art, Jérémy Thomas. J'ai découvert Sens de la visite à l'automne 2020 quand il a été sélectionné en compétition officielle au Paris Podcast Festival en catégorie conversation. J'ai écouté l'épisode avec le faussaire Guy Rib qui m'a plu, mais ça m'a pas non plus happé malgré son personnage hors du commun. Je suis pas expert, mais je pourrais être expert. Largement. D'une certaine manière, t'es expert. Complètement. T'es expert. Moi, tu me mets 1000 dessins de Picasso, t'en mets un vrai au milieu de 1000 faux, je le trouve tout de suite. Bien sûr. Ou le contraire, pareil. Tous les peintres que j'ai faits, je les connais parfaitement. Et j'en ai fait 280, à peu près. Peintre. Hein, différents. T'as fait 280 peintres différents. Ouais. J'ai connu plus fort, hein. Henri, c'était... Non, c'est lui, je le bénis. Il m'a appris à la faire, la signature. Ouais. C'est pas n'importe quoi, la signature de Picasso. J'ai mis carrément des années avant de l'avoir. Celle de Chagall, pareil. Toutes les signatures, il faut qu'elle ait l'esprit de l'œuvre. Que les signatures, elle est spécifique De à chaque tout, œuvre, en mais fait. Je le dis dans le livre, moi, quand Ouais. je faisais à Chagall, j'étais Chagall. Bien Je sûr. pensais comme lui. Il mettait un bouquet de fleurs tous les matins dans son atelier. Quand je faisais les Chagall, je mettais un bouquet de fleurs tous les matins. Et je m'inspirais du bouquet de fleurs. J'en ai fait des très beaux, moi, de Chagall. Hein. J'en ai fait des graves. Hein. À l'époque, le podcast ne comptait que 3 épisodes et j'avoue que je l'ai un peu oublié après ça parce que les podcasts d'interview, ça a tendance à me lasser assez rapidement. Et puis un jour, je vois arriver dans mon application de podcast un épisode qui s'appelle « Le jardinier qui a sauvé Giverny ». Et ça me parle parce que le jardin de Claude Monet à Giverny, j'ai toujours voulu le visiter et puis parce que je me dis que ça parle d'un jardin, pas vraiment d'une œuvre d'art, donc ça s'adresse peut-être un peu plus à moi, qui ne suis pas une experte en histoire de l'art. Je l'écoute et là je me rends compte que je me suis complètement trompée et qu'un jardin, quand il est raconté par un jardinier, c'est bel et bien une œuvre d'art. Là, en ce moment, le point d'intérêt, c'est de l'autre côté. C'est côté ouest, parce que c'est le champ d'iris en ce moment, et le début des roses. Ici, c'est le seul point circulaire dans le jardin de Monet. Tout le reste, ce sont des allées rectilignes qui se croisent. Et ce point circulaire est entouré d'une prairie. Et cette prairie, vous avez à l'ouest, là, vous avez les couleurs chaudes, donc c'est jaune-orange, mais là, c'est pas encore en fleurs. Dans le fond, vous avez le premier massif bleu, donc nous, on appelle 41. Et ça doit être pour ça qu'il y avait le paulownia qui était là, parce qu'il fleurit bleu, ce paulownia. Et derrière nous, pareil, c'est jaune-orange, couleur chaude. Donc on a un carré de plusieurs couleurs. Donc ça permet au peintre de calculer son sujet suivant ce qu'il veut faire. S'il veut faire des masses monochromes, il va se mettre dans un endroit où il y a des monochromes, ou les couleurs claires devant ou derrière. Enfin, c'est lui qui va calculer. C'est pas du tout comme au jardin d'eau où, en fin de compte, tout le décor est fait, on pose ce chevalet, puis on attend les changements d'éclairage, les changements de lumière. Cet épisode me séduit vraiment et je décide d'aller écouter une bonne partie de ce qui a été diffusé avant dans Sens de la visite. Cette fois, ça y est, je me rends compte que j'adore ce podcast qui me fait découvrir l'art et les musées autrement. En tout cas, la plupart des épisodes parce que j'admets que certains me parlent moins, surtout à cause de leur sujet ou de leur personnage principal, qui n'aiment pas les mêmes œuvres que moi par exemple. Mais je crois que ce qui me plaît malgré tout à chaque fois, c'est que Jérémy Thomas parvient à faire en sorte que ses interlocuteurs s'ouvrent à lui et aillent puiser des histoires très intimes et souvent très belles à propos de leurs œuvres d'art préférées. C'est plus un podcast intime qu'un podcast éducatif. Quand on l'écoute, on ne se sent pas un peu bête de ne pas connaître tous les mouvements picturaux que cette terre est portée, non.
On a plutôt l'impression d'entendre du bout de l'oreille une conversation entre deux amis dans un musée et de les suivre discrètement pour ne pas en louper une miette. On est là, avec eux, et ça crée une expérience d'écoute agréable. Ce qui est chouette aussi, c'est que Jérémy Thomas se rend partout en France pour ses interviews, pour bien montrer que l'art n'est pas qu'un truc de bobo parisien qui va à la FIAC parce que ça fait bien. L'épisode qui m'a sûrement le plus réjoui, c'est celui qu'il a tourné le jour de la réouverture des musées après les confinements. Il s'est rendu au Louvre-Lens et là, il a tendu son micro à des visiteurs et visiteuses pour savoir ce que ça leur faisait de revenir dans ce musée qui leur est si cher. Il y a la directrice du musée, la paysagiste, mais surtout des mamies passionnées par le Louvre-Lens et aussi les enfants les plus mignons du monde. Tu me racontes ce que tu as dit ce matin pour venir ici, que tu dormais. Tu te souviens ? Rachel est venue te réveiller en disant on va au musée. Alors tu dis je me suis réveillé tout de suite quand j'ai su que je venais au musée. T'as dit ça ce matin, non ? Oui, Donc tu étais super content de venir au musée. oui. Et pourquoi ? Parce qu'on aimait bien les musées. Oui, ce sont mes petits-enfants, Rachel et Gabin. Je suis venu avec Rachel il y a peut-être 2 ans et elle a beaucoup aimé. Donc quand on a su que les musées réouvraient, elle a dit moi je veux bien revenir tout de suite au Louvre-Lens. Et le mercredi ils sont à la maison, donc ils attendaient avec impatience de pouvoir revenir cet après-midi. Gabin, qu'est-ce que toi tu aimes au musée ? Il y a des sculptures et il y a des dessins. Oui. C'était la première fois. Je me rappelle plus des autres fois, moi, où tu y allais. Est-ce que tu es contente de ta visite pour l'instant, avec ta sœur et ton grand-père ? Oh, c'est pas mon grand-père, c'est mon papy. Merci en tout cas. Non, mais les enfants ils sont fascinés par les musées. J'aurais promis que tous les mercredis on ferait un musée et ils sont très motivés à venir. Bonne fin de visite à vous alors. Merci. Ça peut paraître anodin, mais écouter un podcast qui interroge des enfants comme des vieilles dames, des directrices de musées comme des artistes, moi, ça me semble assez important. Ce podcast nous donne, à nous tous auditeurs, l'autorisation de nous approprier l'art et d'avoir un avis dessus, même si on n'a pas fait d'études d'histoire de l'art. Il nous montre aussi que les musées, les galeries ou les opéras sont des endroits plus vivants qu'il n'y paraît et qu'il suffit d'oser en pousser la porte pour s'en rendre compte. Sens de la visite, c'est un formidable programme qui propose des déambulations dans des musées et surtout une vision de l'art grand public et pas élitiste pour un sou. C'est ce genre de podcast qu'on cherche tous, je crois, ceux qui nous font voyager, qui nous donnent l'envie d'être curieux, peu importe notre âge, notre niveau d'études ou notre lieu de résidence. Ceux qui nous donnent l'autorisation de sortir de notre zone de confort dans la vraie vie. Moi, par exemple, depuis que j'écoute Sens de la visite, je vais au musée et à l'opéra, comme quoi la médiation culturelle, ça peut fonctionner. Et comme la meilleure personne pour nous parler de cette démarche reste son créateur, j'accueille tout de suite Jérémy Thomas pour parler avec lui de son travail sur ce podcast. Bonjour Jérémy Thomas. Bonjour Mathilde. Comment est née l'idée de Sens de la visite et pourquoi en avoir fait un podcast ? J'ai travaillé une 15aine d'années dans le marché de l'art et le milieu de l'art contemporain. Et à la fin de cette première expérience professionnelle, j'ai travaillé dans des galeries d'art, des foires d'art contemporain. Je me suis un peu posé et j'ai réalisé que j'avais pas un plaisir assez simple ou sincère d'aller dans les musées et d'y aller par plaisir. Donc. Et à la suite de ça, je me suis posé la question d'un objet que je pouvais concevoir qui me donnerait du plaisir à moi et peut-être à d'autres de retourner dans les musées. Et donc le principe, c'était de dire que moi j'avais envie de parler aux gens dans les musées, devant les œuvres d'art, devant les tableaux, de savoir ce que des personnes ressentent, voient, pensent. À partir de là, j'ai commencé à enregistrer des conversations sur mon téléphone portable, tout simplement. Et puis l'idée du podcast est venue à ce moment-là, en me disant que ça pouvait être le format podcast pouvait totalement convenir aux confessions que j'arrivais à avoir devant les tableaux et que ça devenait un objet de médiation aussi, tout simplement parce que d'entendre des voix différentes, diverses et variées qui parlent devant un tableau d'art et qui expriment leur ressenti ou leur émotion, eh bien ça déclenche souvent chez les gens qui écoutent l'envie d'aller voir eux-mêmes le tableau ou l'expo dont on parle. Comment vous avez décidé de ce format qui est un peu hybride ? C'est entre une conversation et une déambulation. On a un peu l'impression, comme vous dites, d'être par-dessus l'épaule des gens qui regardent une œuvre d'art. Est-ce que ça vous est venu naturellement ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez réfléchi ? C'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois une idée qui est venue sur le long terme, mais c'est aussi très naturellement, c'est-à-dire que au départ j'ai commencé vraiment dans les musées pour moi et tout seul à aller parler à des gens devant les tableaux,
En fait, c'est ce format-là qui a commencé à s'imposer à moi naturellement, parce que c'est ce que j'aimais tout simplement, c'est-à-dire de parler à quelqu'un que je connaissais pas et de lui demander ce que lui voyait devant un tableau. Et en fait, naturellement, j'ai trouvé que ce format de la conversation, comme vous dites, c'était en plus, du point de vue de la médiation, c'était un bon format, parce que la conversation, ça permet de ne pas être dans un rapport vertical avec les gens, mais horizontal. Et de la même façon, pour les gens qui écoutent, ils entendent une conversation, ils n'entendent pas juste un savoir qui est déversé verticalement, on va dire. La conversation, peut-être que c'est plus inclusif aussi et plus ouvert vers les gens. Donc ça s'est fait naturellement, et ensuite j'ai trouvé que c'était un très bon format pour faire passer l'envie d'aller dans les musées. Il y a un point commun à tous vos invités, même s'ils ont des profils très différents. Il y a des conservateurs de musées, des commissaires d'exposition, des faussaires, des amoureux d'une artiste ou des simples visiteurs. Mais leur point commun à tous, c'est qu'ils ont un amour profond, soit pour une œuvre, soit pour un musée, soit pour une période. Est-ce que ça fait partie de vos critères de sélection quand vous choisissez vos invités? Il vous faut des amoureux? C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, parce que justement, c'est là-dessus que moi, je fonde ma curiosité ou mon envie d'aller parler aux gens. J'ai besoin de ressentir leur passion, leur amour, une histoire assez incongrue, passionnante. Enfin, j'ai besoin de quelque chose qui m'accroche, moi, au départ, de toute façon. Et c'est jamais évidemment par intérêt ou parce que ce serait pas mal d'interroger cette personne-là parce qu'elle est importante, etc. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse du tout. Ce qui m'intéresse, c'est il y a un biais, il y a une histoire qui m'accroche. Moi, j'ai toujours eu ça dans ma vie. Je suis passionné des gens passionnés. J'adore les écouter. J'adore comprendre pourquoi, d'où vient cette passion. Peut-être parce qu'intérieurement, moi, j'ai souvent eu l'impression de ne pas en avoir vraiment des passions. Et ça, d'ailleurs, je crois que c'est assez partagé. Et donc, je suis toujours hyper preneur des gens qui en ont une et qui la partagent et qui l'expliquent. Et donc, c'est toujours sur ce biais-là que je vais essayer d'interroger quelqu'un. Et donc, c'est parfois un article de journal, par connaissance, par réseau, par idée, par exemple. Et à partir de là, après, j'essaye de contacter la personne. Et voilà. Ce que je trouve marquant dans vos invités, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de discours institutionnels, même quand c'est des institutionnels qui vous répondent, comme par exemple des commissaires d'exposition ou des directeurs, directrices de musées. C'est pas tant ça qui vous raconte finalement. Comment vous faites pour leur faire parler, non pas avec des éléments de langage, mais avec leur cœur? C'est parfois la question que je me pose, moi aussi encore d'ailleurs. Mais en fait, c'est totalement ça le podcast, c'est ce que vous décrivez. C'est-à-dire, c'est que même avec quelqu'un qui est commissaire d'expo, qui a un savoir et qui est vraiment une personne du monde de l'art, qui va être interrogé souvent, moi, c'est pas son savoir spécifiquement qui va m'intéresser, mais ça va être sa vie, sa passion, son ressenti. Qu'elle soit spectatrice d'œuvres d'art, commissaire d'expo, directrice, faussaire. Effectivement, c'est une façon de voir tout le monde aussi de la même façon, d'une façon égalitaire de voir les gens. Mais ouais, moi, je pense que comme j'ai vraiment cette envie d'en savoir un peu plus sur la personne, ou d'en savoir différemment, et en fait, naturellement, moi, j'ai des questions qui viennent. Je m'autorise à poser la question de la personne, de lui demander si ça vient de son enfance, cette passion pour tel artiste. Est-ce qu'elle se souvient de son premier souvenir d'expo, son premier tableau? Et en fait, à travers des questions de ce type, souvent, on ouvre un peu une porte chez les gens. Quand on convoque l'enfance, souvent, on ouvre une porte chez les gens. Voilà, c'est assez magique, mais souvent, les gens vont se mettre à parler différemment et ils vont ensuite ressentir que moi, en fait, je suis peut-être pas comme j'allais même pas dire un journaliste classique, mais ils vont comprendre que je suis pas venu chercher juste leur savoir, ils vont comprendre que je vais chercher autre chose. Et du coup, ils se confient. Après, peut-être, je sais pas, il y a le regard, le ton de la voix aussi. Je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est vrai que après quelques questions, ils se rendent compte que moi, je suis venu chercher autre chose. Et souvent, très très souvent, à la fin des interviews, les gens sont heureux souvent de s'être confiés d'ailleurs. Sens de la visite, c'est un podcast indépendant. Comment vous faites pour financer ce travail et est-ce qu'aujourd'hui c'est votre travail à temps plein de le faire? Alors ça n'a pas été le cas tout de suite. Effectivement, au départ, je me suis lancé sans trop réfléchir et voilà, j'étais dans une période d'entre-deux professionnel et de formation presque. Et donc au départ, je l'ai fait vraiment par passion, encore une fois, en me formant, etc., tout seul. Et effectivement, c'est totalement indépendant, totalement autofinancé au départ. Et il se trouve que depuis quelques mois, voilà, il y a le financement participatif qui a commencé, qui remplit une partie des rentrées. Et puis il y a aussi, surtout, donc, à la fois des épisodes qui commencent à être financés par des structures qui sont intéressées de participer à un épisode. Et puis aussi, la plupart du temps maintenant, c'est que je travaille en marque blanche pour
pour des institutions culturelles, des fondations d'art, un musée. Voilà, qui du coup, ce que je fais dans le podcast les intéresse et ils ont envie de développer leur propre contenu audio avec moi. Voilà. Donc c'est ces 3 sources de rentrée maintenant. Et donc oui, c'est à temps plein et maintenant je me lance totalement. Et est-ce que Sens de la visite a réussi à réveiller votre amour pour l'art ? Ah, moi complètement. Ouais, même depuis le moment où j'ai enregistré mes premières conversations avec mon portable et que je ne savais absolument pas ce que j'allais faire, je gardais tout ça sur mon portable simplement. Depuis ce moment-là, en fait, ça quelque chose qui s'est réveillé en moi, effectivement. C'est je pense que c'est cette liberté que je me suis octroyée de dire tiens, je peux aller parler à cette personne devant le tableau et on va avoir une conversation hyper intéressante. À partir de ce moment-là, ça a déclenché quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je me suis reconnecté à l'art, moi, grâce aux gens, à ce qu'ils me racontaient. Et moi, donc effectivement, je me suis rouvert plus simplement, plus sincèrement. J'ai pu réécouter mes ressentis, mes émotions devant les œuvres. Et maintenant, avec Sens de la visite tel qu'il est maintenant, le podcast, effectivement, je sais pourquoi je vais dans un musée maintenant, je sais pourquoi les musées m'appellent aussi, et j'ai eu l'impression... par moment, j'ai cette impression de savoir exactement pourquoi je fais les choses. Donc ça, c'est très agréable. Et je vais terminer par une question difficile. C'est quoi l'art pour vous ? C'est vaste parce que je pourrais dire pour l'instant, il y a 24 définitions de l'art comme j'ai d'épisodes. Parce que moi, pour le coup, il ne fallait pas me demander une définition de l'art il y a quelque temps. J'aurais été incapable de la donner, dans le sens où, d'une certaine manière, ça me dépassait. Mais maintenant, je dirais que l'art, c'est tous les gens que j'ai interviewés, pour moi, qui ont une vision différente. Je pense qu'il y a... c'est ce que je dis souvent, mais chacun ou chacune, on a son histoire de l'art. Je pense que ce qui est très important pour l'art, c'est de se l'approprier. L'art qu'on regarde, l'art qu'on peut exprimer, et puis l'art qu'on peut produire soi-même. On peut tous dessiner, peindre, écrire, faire de la musique. Tout ça, c'est de l'art, évidemment. Je pense que ce qui est capital, c'est de se l'approprier. C'est qu'il reflète ses pensées, son émotion, et c'est qu'il soit personnel. Ensuite, je pense que ça peut toucher tout le monde, et on peut être touché par beaucoup de choses. Si on est proche du ressenti. Donc je dirais que l'art, c'est aussi le ressenti, tout simplement. C'est le ressenti de l'artiste qui produit, et puis c'est le ressenti du spectateur, de la spectatrice de l'œuvre d'art. Il faut que ça soit là-dessus. Voilà. Il faut éloigner au plus l'intellectualisation, il faut pas le savoir, pas la curiosité, mais l'intellectualisation, il faut l'éloigner au départ pour retrouver aussi la dernière notion pour moi de l'art, c'est l'enfance. Voilà. L'art, c'est le ressenti et c'est l'enfance, je trouve, puisque c'est de là où on a les premières sensations assez simples devant l'art, c'est quand on est enfant. Merci d'avoir écouté Sans Algo. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Sens de la visite. Si c'est le cas, il est disponible sur toutes les plateformes, dont Slate Audio, la plateforme sélective de Slate.fr sur laquelle on vous fait découvrir nos podcasts fétiches. N'hésitez pas à vous abonner à Sans Algo pour ne rater aucune de nos recommandations. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos recommandations vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Prise de son interview, Victor Benamou.